Coucou les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, ok, on peut pas filmer dans l'autre sens. Bon, ça va. En fait, c'est pas une nouvelle vidéo, c'est la même parce que la vidéo sur la dominance que j'ai faite milieu de semaine, en fait, n'a pas été enregistrée et donc on peut pas la revoir. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un bug avec Facebook. On a envoyé un petit mail, mais bon, comme je crois pas trop qu'ils vont répondre super vite, je me dis bon, ben, on va la réenregistrer. C'est pas si grave, c'est pas si dérangeant. Alors, je voulais aborder le thème de la dominance. Est-ce que les chiens sont dominants? Est-ce que les chiens ne sont pas dominants? Alors non, les chiens ne sont pas dominants. Ce sont des habitudes éducationnelles que l'humain a mis en place sur base d'études qui sont erronées. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. D'abord, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites dans, je pense, au début des années 1900, mais je ne serai pas sûre des dates, sur des loups en captivité. Et on a remarqué ce fameux couple alpha très très dominant. Euh, les bêtas et les omégas qu'on connaît tous. Cette hiérarchie est hyper cadenassée euh, parce que le loup est en captivité. En fait, en refaisant les études bien des années après, en semi-liberté, voire en liberté, au parc de Yellowstone, je pense que les premières ont été faites, on s'est rendu compte qu'en fait, le loup n'est pas du tout dominant et ne fonctionne pas de cette façon-là. Hiérarchie, il y a, autorité, il y a, comme dans toutes les sociétés, comme dans la société humaine. Dès qu'il y a plusieurs animaux qui vivent ensemble, il doit y avoir une hiérarchie, mais c'est une hiérarchie de capacité. Alors, si vous voulez aller un peu plus loin dans la réflexion et dans les explications que je vais vous donner, je vous conseille vraiment un petit livre qui a été écrit par Barry Eaton, ou Eaton, je sais pas comment on le dit, qui est vraiment sympa dans le sens où en très peu de pages, vous voyez, il est vraiment petit et pas très épais, hein, si je dois t'y fermer, il survole un peu toutes les études qui ont été faites sur le moment. Ce livre date des années 90 aussi, je pense, enfin pas des années 90, mais début 2000, quoi. Donc, il survole les études de l'époque. Depuis, ça a encore évolué, mais je trouve que c'est une bonne base pour se poser la question et avancer dans la réflexion, sans entrer dans la brique scientifique et ultra complexe à comprendre. Il y a d'autres livres sympas, hein, mais voilà. Je recommande vraiment celui-là. Alors, en étudiant les loups en semi-liberté ou en captivité, là où ils ont de l'espace, en milieu extensif, on appelle ça, en fait, on s'est rendu compte que le loup fonctionnait selon un principe de famille nucléaire et de hiérarchie de capacité. Je vous disais à l'instant qu'il y a hiérarchie, c'est obligatoire. Euh, mais c'est une hiérarchie de capacité. Premièrement, le fameux groupe des omégas, les ultra soumis, dominés, qui mangent quasi pas, qui sont en mauvaise santé, qui sont pas bien, qui se plient aux volontés des alphas et des bêtas, n'existe pas. En liberté, les omégas vont simplement s'en aller. Ils vont quitter la meute et ils vont aller vivre leur vie de leur côté, soit loup solitaire, soit intégrer une autre meute, ce qui est plutôt rare, soit fonder leur propre meute. Donc déjà, voilà une catégorie qui n'existe pas. Le souffre-douleur chez le chien, chez les canidés de manière générale, n'existe pas. Alors il nous reste les oméga et les bêta. Ils existent bien, mais en fait ils sont basés sur la capacité. Le couple alpha est bien le couple dominant, mais c'est un couple qui a été élu d'une certaine façon par les bêtas. En fait, je m'explique, les bêtas se placent volontairement sous la tutelle des... Bonjour Inuki, c'est papa. Tip, 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 on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas. Et c'est papa, et c'est papa. Il y a mon copain qui rentre et nous qui aime bien. Vous voyez, je suis en vidéo, mon amour. Et nous qui ne voit pas. Ah, regarde, c'est papa. Dis bonjour à papa. Tu veux bien te dépêcher parce que je suis en vidéo live. Il s'en fout un peu et qu'on dise bonjour à Inuki. Il faut absolument que Fabien lui fasse une caresse, sinon il reste un petit peu tendu. Voilà, voilà. C'est de poulet, va. Oh, c'est inquiétant, c'est pas qu'il rentre dans la maison. Pour la petite histoire, Inuki aboyait comme un taré sur Fabien pendant tout un temps. Euh, enfin, quand n'importe qui rentre dans la maison, mais particulièrement sur Fabien. Et même dans la chambre, même dans la salle de bain. Ah mon cœur, voilà, c'est papa. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, le couple alpha existe bien, mais il a été élu, entre guillemets, par les hommes, par les bêtas. Les bêtas se placent volontairement sous la tutelle du couple alpha parce que les alphas, parce que ce fameux couple est plus capable de chasser, d'aller d'un point A à un point B, de trouver des lieux de nichage, de deux, trois petits points. Et donc, en fait, les bêtas choisissent de se placer sous la tutelle du couple alpha. Je simplifie à mourir, on est bien d'accord, hein, mais c'est pour vous expliquer que non, le principe de dominance, de hiérarchie de dominance, où une fois établi par le combat, où le plus fort gagne, et c'est établi, c'est comme ça, et c'est toujours lui qui a droit à plus que les autres, toujours lui qui peut coucher devant les autres, passer devant les autres, etc., en fait, est erroné pour la race des loups en tout cas.
Effectivement, le couple alpha passe souvent devant et en fait, pas tellement. Il y en a souvent un des deux qui va se placer devant et un qui va se placer derrière pour fermer la marche quand les loups doivent faire des traversées ou marcher de longs kilomètres. En fait, c'est vraiment un couple parental. C'est ce qu'on appelle une famille nucléaire, je vous le disais à l'instant. Il y a les parents, entre guillemets, qui vont veiller sur les enfants et leur descendance. Alors, le couple alpha est effectivement celui qui est le seul habilité à se reproduire, mais c'est du darwinisme en fait. Hein. Darwin dit que les meilleurs de l'espèce se reproduisent pour que les meilleurs gènes se perpétuent. C'est exactement ça l'idée. Donc, il n'est pas question de dominance et surtout, il n'est pas question de dominer intrinsèques qui n'ont pas le choix et qui subissent. C'est un choix de leur part de manger un peu moins et de laisser les alphas manger plus parce que c'est eux qui chassent, c'est eux qui cherchent les lieux de nichage, c'est eux qui, c'est eux qui, c'est eux qui. Donc, c'est un choix volontaire. Comparativement, en fait, pour comparer à la société humaine, pourquoi y a-t-il des entrepreneurs et des employés? Les employés se placent volontairement sous la tutelle de l'entrepreneur pour s'octroyer un salaire moindre que celui de l'entrepreneur. Mais c'est de commune mesure. L'entrepreneur prend plus de risques, investit son argent, etc., etc., etc. L'employé, lui, a un statut beaucoup plus stable. Il est sûr d'avoir son salaire à la fin du mois, même si l'entrepreneur n'a pas rentré assez d'argent, il s'arrangera pour payer l'employé. C'est une prise de risque que l'employé n'a pas envie de prendre. Peut-être que l'employé est beaucoup plus famille, beaucoup plus social. Oui, c'est quoi? C'est quoi? Oui, il y a un os. Fabien a ramené un os pour Inuki. Il l'a mis sur le fauteuil. Regarde-moi ça comme tu tripes, tu tripes. Il piste en l'air. euh, oulala, donne-lui un petit cœur. Donc, les employés ne sont pas soumis à leur entrepreneur, pas du tout. C'est juste que c'est un choix. Voilà le bel os. Ouh, le bel os. Ouh là là, c'est pour Inuki ça. Ouh là là, ça sniff. Allez, vas-y, descends. Non, oh non, par terre, hein, dans son panier. Allez, va manger. Allez, si tu veux l'os, tu dois descendre. Ah, il choisit l'os. Bon, bah, je vais finir ma vidéo toute seule. Je suis pas toute seule, hein, j'ai quand même un chat, regardez. Oui, j'ai un chat. Alors, tout ça pour dire que les employés ne sont pas soumis à l'employeur, loin de là. C'est juste un choix de vie. Ils n'ont pas le même caractère, ils n'ont pas les mêmes besoins. Les employés ont plus besoin de famille, de social, d'être pépère, de pas prendre de risques, etc. Les employés ont plus, les employeurs, bah, ils ont plus, je sais pas ce qu'ils ont en fait, mais ils ont envie de prendre des risques et ils ont envie de gagner plus d'argent, quitte à en perdre plein ou à risquer de ne pas en gagner. Oui, ma belle. Ah, il est pas descendu, hein, t'es pas descendu. Tout ça pour dire que je me suis complètement perdue dans mes explications avec vos histoires d'os tous les deux là. Tout ça pour dire que le chien n'est pas un être dominant. Et donc, ça partait d'un bon sentiment. Hein. Vraiment, on a fait des études scientifiques, on a observé les loups, on a mis en captivité. C'était le petit biais de l'étude qui a basé toutes les théories de l'éducation pendant des années et des années sur ces études qui étaient biaisées en fait. Et c'est vraiment hyper dommage parce qu'en fait, ça partait vraiment d'un bon sentiment. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que le monde de l'éducation a énormément de mal à se mettre à jour. Il y a beaucoup d'éducateurs qui continuent à utiliser ces pratiques. Toutes les pratiques, ça veut dire montrer qu'on est plus fort au chien, l'engueuler, le forcer à, le contraindre à, ne pas passer devant lui quand on ouvre une porte, ne pas le laisser monter sur le fauteuil, sur le lit. Toutes ces théories qui disent il monte en hauteur, il veut nous dominer. Mais non, le fauteuil est plus confortable, c'est tout. Il grogne quand il est sur le fauteuil, il veut me dominer. Mais non, le fauteuil est plus confortable, il veut le défendre, c'est tout. Inuki descend à la demande du fauteuil si je lui dis, mais si je lui force pas, il est vachement mieux là, c'est évident. Après, je disais je sais pas si je le disais dans cette vidéo-là, mais je l'ai sans doute dit dans une autre. Après, c'est une question de compromis entre le confort de l'humain et le confort du chien. Exemple, il y a un fauteuil. Moi, je l'ai payé X euros. J'ai pas envie que mon chien le détruise, c'est une évidence. Mais mon chien a le droit de se coucher à l'endroit qui lui semble le plus confortable. Pourquoi il devrait rester par terre? Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas venir faire des câlins avec moi? Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas être au confort? Parce que je peux acheter le meilleur panier du monde, mon fauteuil sera toujours plus confortable que son panier, même si j'achète le meilleur panier du monde. Donc, l'espèce de compromis qu'on peut mettre en place, c'est celui que j'ai avec Inuki. Il peut monter à la demande quand il me le demande, bien que je le laisse un peu passer cette règle parfois. Mais si je lui demande de descendre, il descend. Et il mange pas dans le fauteuil. Comme vous avez pu le constater, il est hors de question qu'il mange son genou de bœuf, là, cru, plein de sang, dans le fauteuil, ou même tous ses biscuits, etc. Il mange sur son petit tapis par terre, ou dans son panier s'il a envie, qui est un peu plus loin et qui est plus confortable. Mais comme il préfère me coller, il reste là par terre près de moi, donc je lui ai mis un tapis pour ça. C'est un compromis.
Je pense que les chiens sont assez intelligents que pour s'adapter à notre univers, mais il faut leur laisser une chance de le faire. Et c'est pas une question de dominance, de dominer. Quand vous avez compris le concept de hiérarchie, de capacité, donc le couple alpha est plus capable de, comme l'entrepreneur est plus capable de m'octroyer un salaire de manière confortable, en fait, vous comprenez que le principe de l'éducation positive fonctionne hyper bien parce que avec l'éducation positive, je me place en capacitaire. J'ai la ressource que le chien veut. Que ce soit avancer, que ce soit avoir un biscuit, que ce soit jouer, que ce soit avoir des caresses. Imaginons, on va prendre la friandise, c'est le plus facile à illustrer. J'ai cette friandise, est-ce que tu la veux, le chien? Oui, tu la veux. Eh bien, assieds-toi, couche-toi, fais ce que je te demande, reste avec moi, ne tire pas en laisse, etc. Je suis capable, j'ai la capacité de te nourrir. C'est pas un scoop, c'est l'humain qui nourrit le chien dans la société comme on l'a construite maintenant. Donc, utilisons ça. Donc, les gens, j'ai des confrères et beaucoup de gens qui vont dire oui, mais c'est de leurrer, c'est mentir. Non, comment ils disent ça? Ils disent que c'est amadouer le chien que de le faire avec une friandise. Oui. Oui, je ne veux pas dire le contraire, mais pourquoi s'en priver? Moi, je travaille pas pour rien, hein. Vous ne travaillez pas pour rien, vous allez au boulot tous les jours pour les beaux yeux de votre patron. Non, vous y allez pour la sécurité sociale et pour votre salaire et pour pouvoir payer tout ce que vous avez à payer derrière. C'est exactement la même chose pour le chien. Il s'asserait pour me faire plaisir parce que j'ai des beaux yeux. Oui, peut-être une fois, deux fois parce qu'il m'aime bien, mais faut pas exagérer. Si un lapin passe à ce moment-là, il passera à moins que moi j'ai quelque chose de plus intéressant que le lapin. Et je peux être aussi mégalo que je le veux. Je suis pas plus intéressante qu'un lapin. Il faut que je sorte, friandise, jouets, caresses, ce que vous voulez. Mais il faut que je sorte quelque chose de plus intéressant que ce lapin. Tout est question de compromis. On a pris l'habitude de forcer nos chiens à faire les choses à cause de ces théories d'éducation qui sont erronées. C'est hyper triste parce que les chiens sont bien plus intelligents que ça. Et à partir du moment où on les prend par les sentiments, pour utiliser le mot de certains de mes confrères, ou qu'on les traite entre guillemets d'égal, je ne vais pas dire d'égal à égal, mais il y a moyen de coopérer, il y a moyen de, je sais plus quel terme utiliser, il y a moyen de négocier avec un chien. Je le disais encore hier en clientèle, c'est pas normal. On met ces chiens dans cet environnement qui pour nous est parfait, avec mes jolis petits meubles, avec mes petits fauteuils en bois massif, avec mes petits meubles en osier, avec ma belle table machin, en attendant, le chien vit dans cet environnement qui est pour lui aseptisé, auquel il n'a pas droit, parce qu'il y a tout ça autour de lui, mais il n'a pas le droit. Tous les jours, il sent des odeurs de steak. Tous les jours, il sent des odeurs de pâtes. Il n'a pas le droit de les manger. C'est pas juste. Pourquoi? Juste parce que moi, humain, j'ai décidé que sa gamelle était sa gamelle, que ma gamelle était ma gamelle, que mon fauteuil était mon fauteuil, que son panier était son panier. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a droit à moins de confort? Pourquoi est-ce qu'il a droit tous les jours à des croquettes sèches, insipides et pas agréables? Je suis pas en train de dire d'aller donner des pâtes et des saloperies à votre chien, hein. Mais je dis, c'est une question de compromis. Si je veux que mon chien reste dans son panier, il faut que je lui offre quelque chose à faire dans ce panier. Je peux pas le laisser juste là. Hier, j'avais une cliente qui me disait, quand j'engueule mon chien et que je l'envoie au panier, il montre les dents, il veut pas y aller. Ben, il a raison. Pourquoi il irait au panier comme ça sans raison parce que je l'ai décidé? Ça, c'est le concept de dominance. Je te domine, alors tu vas au panier parce que je l'ai décidé. Oui, mais non, non, non. Étant donné que de un, il fonctionne pas comme par la dominance, et de deux, pourquoi? C'est carrément injuste. En fait, c'est comme si vous aviez un enfant qui arrive avec maman, maman, regarde, j'ai fait un super dessin, regarde mon beau dessin. Et que vous l'engueulez en lui disant, va dans ta chambre, sans même regarder le dessin. Le chien, c'est exactement la même chose. Il arrive en d'ordinant, tout content. Alors, ok, l'enfant, il a un dessin, c'est propre. Le chien, il arrive peut-être avec ses pattes pleines de boue, avec ses babines pleines de bave, il vient de manger les crottes du chat, j'en sais rien, et du coup, il pue. Donc, c'est pas très engageant. Et du coup, vous lui dites d'aller au panier. Mais c'est pas juste. En plus, vous l'engueulez, vous le punissez avec quelque chose qui est censé être quelque chose de réconfortant, quelque chose d'agréable. Son panier, c'est censé être sa maison dans la maison, un endroit où il va se mettre de côté quand il a envie, parce qu'il en a marre d'être sollicité, il en a marre des câlins, il en a marre de jouer avec les enfants, il en a marre. Du coup, il va dans son coin, sa maison à lui, un peu comme moi, j'irai prendre un bain. Bon, j'aime pas les bains, mais c'est une métaphore. Moi, j'irai prendre un bain si j'ai envie de calme un petit peu en fin de semaine, ce vendredi soir, j'ai envie d'un bon bain au calme. Ben, le chien, c'est la même chose, son panier. Vous l'engueulez avec ça. C'est vraiment pas chouette, c'est un truc de schizophrène. Tout ça pour dire dans cette vidéo que c'est vraiment dommage parce que je connais plein de personnes, amis comme clients, qui pensent vraiment bien faire pour éduquer leurs chiens et qui, au final, se retrouvent dans cette technique d'éducation où on frappe sur les chiens avec des bidons. Ok, ça fait pas mal, mais on travaille dans la peur et pas dans la complicité, où on engueule le chien, où on le force avec des colliers étrangleurs, on le force en tirant sur le collier, on le force en le poussant sur les fesses pour qu'il s'assoie, on le pousse, on l'oblige. Pourquoi on l'oblige? Est-ce qu'on oblige nos enfants? Oui, quand ils ont dépassé les bornes. Je dis tout le temps, éducation positive, 97%, 3% de négatif. Ça reste une vérité. De temps en temps, il faut recadrer, mais ça doit être bien fait. Une punition bien administrée est positive, entre guillemets.
dis pas que c'est de l'éducation positive, hein. Mais une punition bien administrée, de temps en temps, c'est utile. Quand un enfant dépasse les bornes, bah, de toute façon, on reste humain, on sort de nos gonds tout court, hein, parce que voilà. Et puis, il faut recadrer les choses de temps en temps. Mais les 97% de positif, c'est de la négociation. C'est comme avec un enfant. Vous allez d'abord lui demander, vous allez le sommer. Un enfant va faire la rumba dans la voiture derrière, par exemple. Vous allez lui dire, écoute, arrête de faire du bruit. Vous allez lui expliquer pourquoi ça dérange maman quand elle conduit. C'est dangereux, je peux avoir un accident parce que je suis distraite, blabla. Il refait la rumba. Deuxième sommation, je t'ai demandé d'arrêter. T'as compris pourquoi? Oui, alors j'aimerais bien que cette fois t'arrête. Troisième sommation seulement, la punition va arriver. Et encore, ce sera une petite punition. Je vais lui confisquer son jouet, je sais pas, je vais le menacer de pas avoir de dessert, je sais pas, mais ce sera une petite punition. Avec les chiens, on fait pas ça. Avec les chiens, ils n'ont pas droit à la sommation, ils ont droit à l'engueulade directement. Ils font une bêtise, on leur hurle dessus. On passe d'un niveau de communication zéro. Le chien, il faisait que s'amuser, il était là, ouais, ouais, ouais. À 25 d'un coup, je lui hurle dessus, il va dans ta, enfin, va dans ta chambre, va sur ton panier. C'est pas juste, les chiens ne méritent pas ça. Ils méritent qu'on leur explique les choses. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut vous asseoir devant votre chien et lui dire, quand tu fais ceci, ça n'ira pas parce que ça me dérange. Non, ça ne sert à rien, on est d'accord, ils ne comprennent pas le français. Mais il y a moyen de mettre les chiens dans une situation qui fait qu'ils peuvent réfléchir par eux-mêmes et apprendre du coup. C'est souvent un des gros soucis que j'ai en clientèle. Les gens me disent j'ai tout essayé et c'est vrai, ils ont tout essayé sauf laisser leur chien réfléchir eux-mêmes. Ils leur assènent l'ordre, assis, 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 ou reviens, reviens, reviens à ce que vous voulez, l'ordre que vous voulez. Ils leur assènent l'ordre comme ça, ils hurlent dessus, ils s'énervent parce que le chien comprend pas, évidemment qu'il comprend pas, il a jamais entendu le mot assis, pourquoi il saurait ce que ça veut dire. Donc il s'énerve en lui assénant et le chien n'a jamais l'occasion de réfléchir. Il finit par le faire parce qu'il tente un peu tout ce qu'il a sous la main. Ça me fonctionne, du coup le maître est content. Il finit par apprendre dans la contrainte au lieu d'avoir appris à réfléchir par lui-même. Et il y a plein de fois, j'ai des clients en clientèle qui ont déjà fait l'exercice que je leur propose, hein, de la même façon. Ils ont vu un autre comportementaliste, ou alors ils ont vu un éducateur, ou alors ils ont d'eux-mêmes, hein, il y a des gens qui d'eux-mêmes ont le feeling, ou ils ont vu des vidéos, mais ils ont juste oublié de laisser le chien réfléchir. Et du coup, comme le chien ne réfléchit pas par lui-même, il n'y a pas d'apprentissage. Comme les enfants. Si votre enfant est en train de faire ses mathématiques, vous pouvez lui donner des petits coups de pouce, mais si vous faites tout l'exercice à sa place, il apprendra jamais. Par contre, si vous le laissez suer des grosses gouttes pendant 20 minutes, que vous dites, oh le pauvre, son cerveau va fondre, quand il y arrive enfin, là, vous êtes satisfait, vous savez qu'il a appris, qu'il a compris. Alors que si vous le faites à sa place, ça n'ira jamais. C'est exactement la même chose que les chiens. Tout ça en partant du sujet de la dominance, je vous conseille vraiment ce petit livre qui est fort bien sympathique, même s'il se répète un peu. Mais n'oubliez pas, les chiens ne sont pas dominants et les chiens ne font pas des choses pour vous ennuyer. C'est le sujet d'une autre vidéo, mais ils font pas les choses pour vous dominer ou pour vous ennuyer. Ils font les choses parce qu'ils en ont besoin et qu'ils font ce qu'ils peuvent avec l'environnement bizarre dans lequel on les met. La phrase que je répète tout le temps, s'il était dans les bois, ça dérangerait personne qui fouille les poubelles, à savoir des tas de fumier ou je sais pas quoi, qui creuse des trous, qui morde tous les morceaux de bois autour de lui, qui se couche où il veut, qui passe toutes les portes qu'il veut, entre guillemets, ça dérangerait personne, mis à part les autres animaux s'il n'est pas sur son territoire. Mais s'il est sur son territoire, il ferait exactement tout ce qu'il veut, ça dérangerait personne. Alors il faut se dire que les chiens et les chats aujourd'hui sont sur notre territoire, sauf que c'est pas leur choix, c'est nous. Moi, j'ai été adopté Inuki, je l'ai ramené chez moi, il n'a pas eu le choix. Pour le même prix, il tombait dans une autre famille qui avait aucune règle, qui le laissait faire tout ce qu'il voulait, ou dans une famille hyper stricte avec des règles complètement aberrantes pour eux. Ça, c'est le truc que vous devez retenir à propos de vos chiens et vos chats. Nos règles sont aberrantes, notre univers est aberrant. Tout ce qu'on leur demande est ridicule à leurs yeux, et ils le font vraiment parce qu'ils sont conciliants. Et quand ils le font pas, c'est juste qu'ils ont des besoins plus forts que nos demandes. Je le répète, pourquoi ils s'asseoiraient pour mes beaux yeux? Il n'a aucune raison. Moi, je travaille pas pour rien. J'adore mon métier. J'aimerais bien pouvoir travailler bénévolement. Je le fais. J'ai plusieurs bénévolats, mais j'ai quand même besoin de remplir mon frigo et la gamelle du chien. Donc, je travaille pas pour rien. Vous non plus. Ben, vos chiens non plus. Et je dirais même plus, vos chiens ne doivent pas recevoir leur nourriture gratuitement. Ils ont besoin d'être stimulés dans la nature, c'est 70% de leur temps la recherche de nourriture. Donc ils ont besoin d'être stimulés, ils ont besoin de réfléchir en fait. La cognition c'est hyper important, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Tout ça pour dire que réfléchissez chien. Pensez chien, aimez votre chien. Une bonne soirée les amis.